Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA, en plein centre de Paris, à côté de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes avec Michel Poivert qui nous reçoit aujourd'hui à côté de son bureau, qui est historien d'art, commissaire d'exposition, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et on va donc parler de photographie, d'histoire, de tendance. Et on rentre tout de suite dans le sujet. J'avais un texte à l'esprit que vous connaissez certainement par cœur, de Peter Galassi, Before Photography, qui parle de photographie avant la photographie. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avant la chimie, avant de fixer les images. Finalement, on est déjà un peu dans l'histoire de la photographie avec la camera obscura, c'est-à-dire dans la Grèce antique, finalement, on fait déjà presque de la photographie. Alors, en général, on fait remonter effectivement la photographie je dirais, à la grande histoire de la perception, de la vision et de la représentation. Donc, si on veut aller à la racine de cette histoire, effectivement, on remonte à l'Antiquité avec la conception de la question de la perception à travers... Alors, vous avez parlé de la camera oscura, on pourrait presque parler de la caverne de Platon, hein, c'est-à-dire comment, finalement, la lumière rentre à un moment donné dans un espace, se projette dans cet espace et produit une image. Un long chemin, bien sûr, sépare ces expériences antiques avec la photographie du 19e siècle, mais néanmoins, on peut dire que le principe de cette projection de la lumière sur une surface existe effectivement à l'aube des civilisations. Et après, on en reparlera peut-être, notamment dans la directe lignée, il y a le sténopé aujourd'hui qu'on pratique encore en école d'art, en général, en prépa, on a tous fait son sténopé, on en reparlera peut-être. Alors, et puis s'il y avait quelques étapes importantes, en général, on évoque les innovations dans l'art, souvent ça produit de l'œuvre d'art. Bon, on pourrait évoquer l'optique avec notamment au XVIe siècle, le fait que l'optique s'améliore avec la lentille de verre, ça va changer les choses. Et oui, parce que si vous voulez, les progrès de l'optique à cette époque-là, ça permet quoi? Ça permet de mettre entre la lumière et la boîte, on va dire comme ça, un système de concentration lumineuse. Ce qui fait que finalement, la lumière qui va rentrer dans cet espace pour emprisonner l'image d'une certaine manière, elle va être puissante, concentrée et corrigée. Et ça, c'est vraiment le début, on peut dire presque de l'appareil photographique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas avec l'œil humain, on voit avec un mécanisme, avec une lentille qui va corriger de nombreuses aberrations, c'est-à-dire des déformations liées au spectre lumineux, liées à la forme même de la lentille. Et donc finalement, l'arrivée de cette modernité optique au XVIe siècle, ça va permettre d'ajouter à la fameuse camera oscura, cette boîte, on peut dire, ça va amener un vrai dispositif de vision. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est à la racine, encore une fois, de ce qu'on va plus tard appeler l'appareil photographique. Alors, quand on parle d'un siècle et un peu plus et demi de photographie, en général, on commence avec 1826, assez précisément, avec Nicéphore Niepce. Et là, c'est ce qui fait la différence, c'est la chimie, hein, et qui a longtemps été essentielle à la photographie, on y reviendra. Et ce moment, en effet, où on commence à fixer les images. D'ailleurs, il y a plusieurs projets à ce moment-là, en Europe notamment. Et là, en effet, Niepce arrive à fixer une image. Et là, c'est le véritable début de la photographie. Oui, c'est le véritable début, parce que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, l'image, elle se projette à l'intérieur d'une boîte, mais on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une caméra au sens même moderne du terme. La lumière se projette et puis l'image se déroule à l'intérieur d'une boîte. Mais comment l'arrêter ? Comment la fixer? Et ça a été effectivement une espèce d'utopie pendant des dizaines d'années. C'était comment arrêter cette foutue image, hein. Et l'idée, c'était de mettre une surface sensible qui va emprisonner la lumière et fixer l'image. Niepce va être le premier, effectivement, à avoir une idée qui est celle d'aller chercher une substance qui va réagir en fait, à l'image, qui va être photosensible. Et il ne va pas se tourner d'abord vers l'argent, puisque l'argentique va devenir vraiment le paradigme, on va dire, technique. Lui, il pense à quelque chose qui nous est encore familier, c'est-à-dire le bitume, hein, le bitume de Judée, c'est-à-dire le goudron, on veut dire. C'est une résine naturelle et fossile. Il va la répandre sur une surface, il va mettre ce support à l'intérieur de la chambre obscure, de la boîte, et puis la lumière va peu à peu faire durcir ce fameux bitume de Judée. Alors c'est très lent, hein. Le premier temps des prises de vue de 1826, c'est plusieurs heures, 7-8 heures, paraît-il, hein. Les experts disent ça. Alors ce que ça produit, c'est qu'effectivement on arrête l'image, mais on arrête très lentement, ce qui fait que vous avez une image qui en fait, qui enregistre les ombres.
Et le soleil qui passe et qui fait des ombres. Donc la première image, le fameux point de vue du Gras de 1826, elle est très mal lisible, elle est granuleuse, elle est pleine de flou, mais le principe est acquis. Et alors, la grande recherche, après, ça va être réduire le temps de pause. Faire en sorte qu'on arrive à ce fameux instantané, finalement assez vite, hein, mais quelques dizaines d'années plus tard. Et déjà, avec Daguerre, et on reparlera tout à l'heure de son daguerréotype, on ralentit singulièrement. Et là, j'ai une date qui est très précise, hein, c'est le 7 janvier 1839, où on considère la photographie comme inventée. Hein, et en plus, offerte au monde, hein, c'est ça, hein, par Daguerre. Et oui, alors là, j'ai envie de dire deux choses tout à fait différentes, mais vraiment très importantes. La première, c'est ce qu'apporte Daguerre. À ce moment-là, on en parlait tout à l'heure de l'optique. Lui, il va amener l'optique. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher des opticiens parisiens et il va amener dans la Bourgogne de Niepce du matériel de haute précision, on dirait aujourd'hui, qui vont permettre de concentrer la lumière, de ralentir le temps de pause, et puis il va proposer aussi un autre support, on en reparlera pour le daguerréotype. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, ce que vous disiez avec cette date si précise, c'est que Daguerre, qui est un artiste de renom, à Paris, c'est un gros artiste entrepreneur, un grand décorateur, eh bien, il va proposer de faire porter l'invention de la photographie par le politique. Et le préfet Arago, qui est un préfet engagé républicain, va faire une lecture, je dirais, très démocratique de cette invention, en disant « Oh là là, on ne va pas retenir l'idée de la haute technologie, on va dire qu'elle est accessible à tous. » Et donc on va acheter, l'État, nous allons acheter l'invention à Daguerre avec une pension à vie, et on va, on dirait aujourd'hui, faire une open source, c'est-à-dire donner à tout le monde le secret de l'invention. Alors ça, c'est très important parce que c'est un geste politique plutôt ancré à gauche, mais surtout très très différent de ce qui se passe par exemple en Angleterre, où on est dans une culture déjà très libérale, où on passe avant tout des brevets pour se faire de l'argent. Alors que là, pour moi, c'est le fondement de l'attitude française à l'égard de la photographie, c'est à tout le monde et on le donne à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans l'histoire des mentalités de la photographie. C'est intéressant, dès son début, cette relation entre le politique et la photographie, oui, qui d'ailleurs ne cessera pas, on le vérifiera certainement à plusieurs reprises. Et puis après, j'ai noté, j'en ai pris par hasard, hein, il ne s'agit pas de faire plus d'un siècle en quelques secondes, mais bon, évidemment, on ne pouvait pas ne pas mentionner la pellicule de George Eastman, avec cette phrase de Kodak. Là, on est vraiment dans le marketing, mais c'est aussi changer le monde, hein, enfin, en tout cas le monde de la photographie, et pas seulement d'ailleurs. You press the button, we do the rest, avec ce côté punchline un petit peu de Kodak. Ça, c'est 1889 quand même. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus tardif. Et ça va vraiment changer beaucoup dans la démocratisation de la photographie. Oui, je crois qu'il aura fallu 40 ans pour que l'idée de démocratisation soit vraiment efficiente. Parce que jusque-là, c'est quand même très compliqué, c'est très cher, et finalement, on a des professionnels, mais on n'a pas encore ce que va amener Kodak, les amateurs. Et les amateurs, dont nous faisons tous partie aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables de faire la photographie sans connaître la technique et sans mettre trop d'argent dans la technique. Alors le génie de cet Américain, George Eastman, c'est d'avoir une pensée marketing globale. C'est-à-dire qu'en fait, il monte une usine pour réaliser les supports et la chimie photosensible, pour fabriquer les appareils, pour charger les appareils, et quand vous achetez votre Kodak, il est chargé. Vous faites les photos, vous enlevez la pellicule, et vous l'envoyez chez Kodak, qui vous la développe et qui, avec votre appareil, et qui vous renvoie l'appareil chargé avec des petits commentaires sur vos résultats. Et donc en fait, il y a une chaîne complète, c'est-à-dire vous achetez l'appareil pas cher, par contre, vous allez cracher au bassinet pour la pellicule et les consommables. C'est un modèle marketing tout à fait contemporain. Ce que Epson continue à faire très bien. Voilà, non, mais c'est très intéressant qu'il invente ça. Alors c'est une réussite mondiale, parce que là on parle vraiment plus simplement de la France et des États-Unis, c'est mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les amateurs naissent, mais avec eux, d'une certaine manière, une esthétique de l'amateurisme, c'est-à-dire un bonheur, un plaisir, des ratages, des nouveaux sujets qui sont sans importance, si ce n'est pour la famille. Et donc on voit se développer une culture photographique qui jusqu'alors était plutôt une profession photographique. Donc c'est vraiment un tournant fondamental. Ça nous amène autour de 1900 finalement, avec des figures aussi célèbres que Lartigue, qui tout petit, son père lui achète un appareil et puis c'est le début d'une carrière, quoi. Oui, Lartigue d'ailleurs on le voit, c'est au début beaucoup de photos de famille. Hein, c'est ça. Ouais. Et sous d'une forme de bonheur comme ça, intéressant.
Alors, j'ai pas noté, j'ai recherché un petit peu l'apparition de la couleur, elle est assez diffuse. On ne peut Oui. pas la dater à un an près. Alors, elle va arriver progressivement, puis à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a une forme de photographie couleur, peut-être aux États-Unis aussi, avec quelque chose qui capte notre regard. Oui, en fait, si vous voulez, dès les débuts de la photographie, il y a plusieurs utopies. On l'a dit, la photographie instantanée, ça on va y arriver. La photographie pour tous, ça c'est la dimension démocratique, politique. La question du relief, et puis la question de la couleur. On peut dire que dès les débuts de la photographie, on rêve de faire des images. On ne dit pas encore en couleur, on dit la photographie des couleurs. Et donc vous allez avoir plusieurs inventeurs qui vont essayer d'avoir des procédés efficaces, mais les seuls et les premiers à industrialiser la photographie couleur, c'est les frères Lumière, ceux qui inventent le cinéma, ils inventent la photographie couleur, et c'est le procédé dit autochrome, c'est assez parlant, 1907, commercialisation des plaques autochromes, et là on commence à avoir une photographie professionnelle et amateur en couleur. C'est quand même encore assez cher, c'est assez compliqué, mais il y a un vrai courant et un vrai goût pour la couleur qui se met en place. Et puis après, on va avoir effectivement des procédés qui vont devenir de plus en plus industriels, et au début, une couleur qui est quand même mal vue, parce que la belle photo, la photo d'art, c'est le noir et blanc. C'est le grand art, c'est comme la gravure, le dessin, etc. Donc la couleur, ça va être d'abord réservé à la pub, à la mode, au côté clinquant, au côté aguicheur, au côté séduisant. Il faudra vraiment attendre les années 60-70 pour que l'inesthétique noble de la couleur qui arrive. Et effectivement, les photographes américains vont être un petit peu les avant-gardistes de la couleur, avec Stephen Shore, avec des gens de cette génération-là qui vont transformer la couleur en un vrai langage. Et nous n'en finirons jamais avec le retour au noir et blanc. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais restons dans la couleur et dans l'instantanéité. J'ai pris l'exemple très précis, là, 72, le Polaroid SX70, qu'on connaît tous, et qui ne cesse de réémerger, qui est redevenu très, très, très à la mode récemment, avec des objets qui lui ressemblent encore un petit peu, même si, enfin, s'il y a des raisons en termes de design. Donc, c'est la marque Polaroid, qui est très importante aussi. Et oui, puis alors, Polaroid, j'allais dire, c'est une des utopies que je n'ai pas citées, mais qui va arriver assez vite au 19e siècle, c'est l'automatisme. Non seulement on appuie sur le bouton, mais l'image sort tout de suite. Alors, le premier automatisme qui est apparu et qui est concrétisé, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est Photomaton. Et après Photomaton, c'est Polaroid. Et Polaroid, Polaroid, on n'a pas besoin de cabine, on peut faire les photos tout seul, et on les obtient directement. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr l'automaticité. On a tous envie, à partir de la fin de l'après-guerre, d'avoir les choses tout de suite. On devient des consommateurs, tous. On veut les images tout de suite. Donc, Polaroid, vous faites l'image, vous l'obtenez, pas de labo, rien. Techniquement, c'est absolument génial, parce qu'on a une gousse qui permet, quand on tire la photographie de l'appareil, une fois qu'elle a été faite, de révéler l'ensemble de la photo. C'est-à-dire qu'on a finalement devant soi une sorte de laboratoire physico-chimique. Donc industriellement, c'est génial. Ça fonctionne très bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une esthétique. Parce que le Polaroid, il suffit d'en avoir vu un dans sa vie, on les reconnaîtra tout le temps. C'est clair. C'est tout à fait particulier, c'est très doux, c'est très moelleux, je pourrais dire. Et puis, c'est des formats qui sont très particuliers, ces fameux petits carrés. Oui, d'ailleurs, on pourrait presque considérer que Instagram, il y a quelque chose du Polaroid. Oui, dans le format, oui. Dans cette grille de 3 carrés qui a beaucoup influencé, y compris le design de sites web récemment.